Est-ce qu'il faut chercher une explication? Véritablement, je pense que... Bon, Haïti, c'est un pays qui est quand même indépendant depuis 1804. Ça fait 200 et quelques années. Et comme c'est un pays qui n'a jamais été connecté, si vous voulez, à une métropole, comme je le dis souvent, c'est une île sans métropole, c'est un pays qui a été appelé à essayer d'énoncer sa réalité. Et la littérature, l'écriture littéraire a toujours été, si vous voulez, un des chemins, même le chemin privilégié pris par la société haïtienne pour se dire sous une forme écrite. Et il n'y a donc là rien d'étonnant quand on considère le nombre de publications. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ces publications, pour la plupart à compte d'auteur, parce qu'il n'y a pas de structure éditoriale, il n'y a pas d'establishment littéraire à proprement parler accompagnant l'aventure de l'écrivain qui est à la fois son éditeur, son imprimeur, son attaché de presse et tout. Il y a deux choses quand même détonnantes. La première, c'est que c'est la littérature, plus que toute autre chose, plus que les sciences humaines, plus que les sciences sociales, c'est du texte littéraire qui se produit majoritairement. On dirait que la littérature assume la fonction de tout dire, comme par substitution au manque des autres disciplines. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que malgré cette absence de structure d'appui pour la production et la distribution, cela parvient quand même à circuler. Cela parvient quand même à circuler et à avoir des effets, des échos dans une société qui est pourtant connue pour son taux élevé d'analphabétisme. C'est ça le paradoxe. Écoutez, j'ai beaucoup de mal avec l'utilisation actuelle du terme marronnage. Le marronnage dans l'histoire coloniale est une rupture qui n'est pas forcément formulée politiquement, mais c'est une rupture avec le système colonial esclavagiste. C'est quelqu'un qui va s'extraire de ce système et qui n'est dans aucune relation de pacte, voire même de compromis avec ce système. Aujourd'hui, on a tendance à appeler marronnage des pratiques qui sont des pratiques, si vous voulez, d'adaptation au système dominant avec un peu de ruse. Le marronnage, dans sa réalité historique, n'est pas une ruse à l'intérieur du système. C'est une rupture nette avec le système. Maintenant, ce que je pourrais dire de la littérature haïtienne par rapport à la littérature française qui lui a servi de modèle pendant le 19e siècle, c'est qu'à partir du 20e siècle, avec le mouvement connu dans l'histoire d'Haïti comme le mouvement indigéniste, la littérature haïtienne a rompu avec le modèle. Et elle est dans ses propres stratégies d'expression, elle est dans la construction de ses propres formes, comme la forme de l'audience produite par un écrivain haïtien, Justin Lérisson, et ayant été reprise par la suite par d'autres écrivains. C'est une littérature qui ne regarde pas un modèle qu'elle essaie d'appliquer. En ce sens, en forçant un peu, on pourrait utiliser le terme marronne, c'est-à-dire dans une rupture par rapport à quelque chose qui se donnerait comme un centre, qui se donnerait comme un modèle, qui se donnerait comme un système. On peut dire que la littérature haïtienne, elle fonctionne, et elle fonctionne très bien, en tournant le dos et parfois même en faisant des pieds de nez à ce système ou à ce modèle. D'accord. Bon, ça c'est un livre à caractère, je dirais, un peu expérimental. Et je pense qu'il faut ramener la littérature à sa dimension expérimentale. Justement, marronner d'une certaine façon, ne pas dire, voilà, il y a des formes, il y a des types, il y a des genres, et ce que je fais doit s'inscrire dans une forme, dans un type, dans un genre. Et quand Actes Sud, ils ont eu l'idée de lancer cette collection Essence, la seule consigne,
ou proposition, c'est de partir de quelque chose d'olfactif. D'accord. Et moi, cela m'avait tenté. D'ailleurs, il m'avait demandé d'écrire le texte inaugural pour la collection. Et cela m'avait tenté. Je me suis dit, que vais-je écrire à partir de quelque chose d'olfactif? Dès donc jouer sur le mot essence dans sa dimension concrète et dans sa dimension, je dirais, un peu psychologique. J'ai joué sur la polysémie du mot essence et j'ai imaginé donc une mère mourante parlant à sa fille. Partant de l'énoncé simple, lui disant que une femme libre est maîtresse de son essence. Ouais. Et à partir de justement de cette silhouette avec le mot essence est né le texte dans le double sens d'une odeur à la fois, d'une odeur corporelle et d'une essence, c'est-à-dire d'une personnalité propre, d'une marque propre. Et le texte joue là-dessus avec un petit élément tragique. Il était important pour moi de ne pas situer ce texte dans un lieu, voire dans une géographie. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas à quelle époque cela se passe, pour laisser la chose à elle-même, qu'elle puisse être éventuellement appropriée par n'importe qui. La question du passage est pour moi une question extrêmement importante, la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on laisse lorsqu'on s'en va? Et en même temps, lorsqu'on est à soi-même, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas de ce qu'on nous a laissé? Cette question est pour moi une question fondamentale parce que c'est à partir de cela que les individus créent leur lien à l'histoire. Et évidemment, ce passage se fait souvent par les femmes. Se fait souvent par les femmes puisque, hélas, le pouvoir mâle a circonscrit les femmes dans un espace. Et ce qui est dommage, et ce contre quoi il faut lutter, mais c'est aussi le langage de l'univers intime, la mère qui parle à la fille. Moi, je voulais donc une mère qui parle à sa fille, mais qui ne tient pas le discours traditionnel qu'une société traditionnelle aurait pu proposer à une mère de conter à sa fille. C'est donc une mère à la fois en colère, à la fois révoltée, qui parle à sa fille et qui lui dit « Va-t'en chercher ta liberté ». Pas du tout. Pas du tout. Pour ce texte en particulier, il me semblait qu'il fallait absolument ne pas le situer dans un lieu, évidemment. Étant haïtien, je suppose qu'il y a des éléments, même dans le langage, qui peuvent rappeler Haïti. Mais j'ai délibérément utilisé une géographie très variée. On ne peut pas dire c'est tel territoire, puisque la végétation ne correspond pas à la végétation de tel pays. Il y a pratiquement dans ce petit livre, je ne dirais pas toutes les végétations, mais de nombreuses végétations. Il y a de nombreuses références à différentes histoires. Je voulais que ça soit une parole de femme à femme, sans qu'on puisse dire ça c'est une parole qui est née dans telle société, justement pour mettre l'accent sur la condition universelle, je dirais, des femmes. Oh, mais ça c'est deux choses différentes. Évidemment, on a un tempérament d'écrivain, on a même secrètement ou ouvertement des gens que l'on préfère. Je trouve la poésie beaucoup plus parlante que le roman. Il faut rappeler que le roman est un genre historique. Ouais. C'est une façon particulière de raconter et qui donne un statut particulier à l'individu. Il n'y a pas d'éternité du roman alors qu'il y a une éternité, je dirais, du discours poétique comme tel. Mais comme moi je suis obsédé par l'idée de donner à chaque personnage une voix propre, et comme je crois que la naissance à soi-même commence par
la naissance à sa propre voix. Ouais. Il m'importe donc dans la construction de ces voix d'avoir recours, je dirais, à des éléments de la poésie. À des éléments de la poésie parce que mes personnages, souvent ce sont des personnages qui se disent, soit de manière ouverte, soit dans une sorte de monologue intérieur que le lecteur pourrait éventuellement entendre comme une sorte de voyeur. Donc, la dimension du rythme, la question du rythme, devient dès lors une question fondamentale, puisqu'il faut que chaque voix développe un rythme à elle. Et à partir de ce moment, partant du rythme, on arrive forcément à la question de la poésie, à la question de l'imagerie. Chaque personnage a sa propre imagerie. On arrive donc à la constitution d'une sorte de relation intime avec le discours, ce qui est encore le privilège de la poésie. Je dois dire aussi que dans la tradition littéraire haïtienne, le genre dominant, c'est le genre Poétique. C'est le genre poétique. Donc dans l'intertextualité, forcément, il y a toute cette tradition du grand chant, de l'intention poétique qui traverse toute l'histoire de la littérature haïtienne et qui traverse toute l'histoire du roman haïtien. Je ne sais pas comment les générations d'aujourd'hui lisent Fanon, mais comment penser toutes ces questions de l'indépendance, de l'autonomie culturelle, de la naissance à soi-même, de la rupture avec des codes dominants qui nous ont été imposés en nous faisant douter de nos propres capacités et de nos propres cultures. Comment poser toutes ces questions sans un dialogue avec Fanon. Pour moi, c'est un auteur extrêmement important et dans les cultures noires, c'est peut-être l'un des auteurs à avoir le plus une dimension universelle pour tous les peuples noirs. Parce que les discours de Fanon peuvent être situés spécifiquement dans le cadre de certaines sociétés, mais je crois qu'ils ont touché toutes les communautés noires. En ce sens, je pense qu'il y a des travaux quand même à faire aussi sur l'œuvre de Fanon. Pourquoi est-ce qu'il parle tant à tout le monde? Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que c'est l'une des grandes figures, seulement de la pensée, je dirais des révoltes des peuples colonisés. Des peuples colonisés, mais c'est l'une des grandes figures d'un discours de révolte qui pourrait même avoir un caractère universel. Vous savez, moi, j'ai grandi avec, dans ma mythologie personnelle, des figures comme Blancourt, comme Alexis. Vous savez, ces gens qui, à un certain moment, ont représenté un idéal porté par une jeunesse active dans tous les sens, active en termes de production de pensée, active aussi parce qu'elle n'avait pas peur de descendre dans les rues. Ce n'est pas, si vous voulez, ce n'était pas une jeunesse un peu assise à bavarder. J'aime bien ce dynamisme que cela a marqué. Mon regret, je dirais, c'est que cette figure-là, Gérard Blancourt étant l'une des dernières à rester de cette époque, Ouais. je pense qu'il est urgent qu'il nous fasse don de ces témoignages sur tout ce qu'il a vécu et de ses convictions d'aujourd'hui. Super. Je pense que c'est bien, ça revient à cette question de transmission dont je parlais tantôt.